Bienvenue à cette 11e émission du cours Montréal en évolution. Aujourd'hui, nous allons aborder l'étude du Montréal métropole, ça veut dire du stade contemporain d'évolution qui commence vers 1950. Mais avant d'aborder ce sujet, je vais revenir sur certains points essentiels de l'émission précédente. Rappelez-vous d'abord que la ville industrielle a mauvaise presse. On lui reproche son chaos, son laisser-faire, les inégalités sociales. Pourtant, il y a quand même des éléments positifs, notamment les progrès techniques qui sont mis à l'époque au service de la cité. L'électricité, ainsi, favorise beaucoup les communications et les transports, notamment les transports par tramway. Il y a aussi tous les services cachés, l'aqueduc, les égouts et d'autres services tels que les parcs urbains. Montréal, à l'époque, suit plus ou moins les autres villes industrielles dans la quête d'ordre et d'hygiène publique. On appelle cette pratique la régularisation. Il y a deux concepts à la base de la régularisation. D'abord, structurer l'agglomération par des réseaux de circulation véhiculaire et deuxièmement, améliorer l'hygiène publique justement par l'aqueduc, les égouts et les parcs urbains. Montréal, d'un point de vue de l'urbanisme, va se distinguer surtout par ses ensembles, la rue, le square et le parc. La ville industrielle est une ville de quartiers spécialisés et ça prend des rues, des artères, des boulevards pour relier ces quartiers. C'est une ville aussi où on a besoin d'une grille de rue pour ordonner le développement qui se fait rapidement. Tout ceci, c'est l'héritage des côtes rurales telles qu'on l'a vu. La rue, on peut dire, c'est un élément caractéristique des villes industrielles. À Montréal, le caractère de la rue sera une rue spectacle. Ainsi, au centre-ville, l'architecture va contribuer à l'animation et au symbolisme des rues. Prenez l'exemple de la rue Saint-Jacques, avec une succession de palais érigés à la finance, à la gloire de la finance. Dans les quartiers populaires, la rue prend l'aspect de corridors sociaux. Il y a les grandes artères de structuration de l'agglomération, telles que Saint-Laurent, Saint-Denis, Saint-Hubert. La grille de rue orthogonale elle-même, malgré qu'elle est répétitive, va se distinguer par, à l'occasion, ces détails variés d'architecture, comme dans le cas de l'avenue Laval, ou encore la répétition d'éléments identiques, comme dans le cas des rues comme Fabre, avec des triplex et les duplex. Dans le cas du 1000 carrés doré, on a vu que le caractère est malheureusement complètement perdu aujourd'hui et il faut remonter à des photos d'époque pour voir l'élégance et ce caractère totalement pastoral de ce milieu où on mettait en évidence la nature du flanc du Mont-Royal. Le square, comme héritage à Montréal, c'est particulier, dans le sens que l'influence est britannique. Et en Grande-Bretagne, un square, c'est avant tout une unité de voisinage avec la partie de verdure, les bâtiments formels autour, des rues secondaires, un marché, à l'occasion même une église. À Montréal, ce n'est pas ça, c'est un vide dans le tissu urbain, mais un vide positif parce qu'il va contribuer au caractère et à l'ornementation de la ville. Et aussi un vide qui va contribuer à la structuration du développement grâce au prestige et à la qualité d'environnement du square qui va attirer des équipements publics comme des gares ou qui va attirer de grands générateurs d'activités importants comme par exemple des tours à bureaux. Comme exemple de square, on a parlé du square Saint-Louis, qui est un square résidentiel et c'est le plus romantique de Montréal. Autre exemple de square résidentiel, le square Georges-Étienne Cartier, situé à Saint-Henri et qui a comme caractéristique d'être borné par des triplex avec façade de pierre. On a parlé du parc La Haye qui va jouer un rôle très caractéristique en attirant une église de prestige, l'église Saint-Enfant-Jésus, et l'hôtel de ville de la municipalité de l'époque qui s'appelait Saint-Louis-du-Malem. On a vu le square Vigée, ce square Vigée qui va attirer la gare Vigée, mais qui malheureusement va être transformé de la plus mauvaise façon. Le square Philippe, pour sa part, attire les grands magasins et c'est grâce à sa puissance d'attrait que la rue Sainte-Catherine va devenir la rue commerciale de détail par la suite. Le square Victoria commence d'abord comme un marché au foin, par la suite il devient un square formel, disons, de grande qualité et puis il est victime de sa capacité d'attrait et les grands bâtiments qui vont l'entourer vont détruire complètement à la fois son échelle et à la fois sa qualité d'environnement.
Et enfin, le dernier exemple, le Square Dominion, qu'on appelle aujourd'hui Dorchester, c'est le plus vaste de Montréal et le plus important par son histoire. À la fin du 19e et au début du 20e, il attire la gare et l'hôtel Windsor, la cathédrale catholique, l'édifice La Sonnelève, l'édifice du Square Dominion. Et après 1950, il recommence en attirant la Banque canadienne impériale de commerce, la place du Canada et l'édifice Lavalin. Le parc urbain est un élément de régularisation de la ville industrielle. Mais il ne s'agit pas de petits parcs, ce sont les grands parcs aménagés d'une façon pittoresque et romantique, surtout pour le repos, le délassement et la récréation. Il y a 3 parcs du genre à Montréal, le parc du Mont-Royal, le parc La Fontaine et le parc de l'île Saint-Hilaire. Encore là, l'influence britannique est manifeste et le modèle est plus ou moins Regent's Park à Londres. En Amérique, cependant, le concept du parc anglais, aménagé de façon naturelle, apparaît d'abord dans les cimetières avant d'apparaître dans les parcs. Le premier grand cimetière rural américain, c'est Mount Auburn, aménagé en 1831 à Cambridge, au Massachusetts, et il va être suivi par d'autres cimetières comme Laurel Hill à Philadelphie et Greenwood à New York. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces cimetières vont précéder de 2 décennies l'aménagement des grands parcs, Fairmount à Philadelphie et Central Park à New York. Même chose à Montréal, les cimetières protestants et catholiques précèdent de 2 décennies l'aménagement du parc du Mont-Royal sur le Mont-Royal. Le cimetière protestant montréalais est très romantique, très bien aménagé et il reflète d'une certaine façon les standards du 1000 carrés, tandis que le cimetière catholique reflète davantage la grille de rue et la densité des quartiers populaires. Quant au parc du Mont-Royal, il est aménagé par le grand architecte paysagiste Frédéric Law Olmsted. Et M. Olmsted, c'est un personnage de son temps. Alors, il aménage le Mont-Royal comme un antidote au chaos de la ville industrielle. Le concept de base est très simple. On veut rendre le Mont-Royal le plus naturel possible. Et parmi les autres parcs d'aménagement pittoresque et romantique, on a parlé du parc La Fontaine et de l'île Sainte-Hélène. L'île Sainte-Hélène qui est aménagée par un autre grand architecte paysagiste, Frédéric J. Todd. Évidemment, l'un et l'autre ont peut-être mal évolué. L'un, le parc La Fontaine, en attirant beaucoup d'équipements de récréation, ce qui a un peu tué son caractère romantique, et l'autre en devenant malheureusement une dépendance de terre des hommes. Aujourd'hui, nous débutons l'étude du stade métropolitain de Montréal. C'est une période d'importance, ne serait-ce que par la quantité. En effet, depuis 1950, il y a eu plus de bâtiments construits à Montréal ou dans la grande région montréalaise que depuis les 3 siècles précédents, à savoir depuis 1642 jusqu'en 1950. Mais comme nous allons le voir, la qualité de l'aménagement urbain et de l'architecture sera très variable. Au 20e siècle, au Québec comme ailleurs, on assiste à une accélération du processus d'urbanisation. Ainsi, en 1901, la population urbaine représente 36,1 % de la population totale du Québec. En 1971, ce pourcentage a nettement doublé et s'établit à 80,6 %. La plus grande partie de cet accroissement de la population urbaine se fait à Montréal et dans sa région. Ainsi, en 1941, la région montréalaise représente 48,6 % de la population totale du Québec. En 1961, cette population de la région montréalaise représente 52,4 % de la population totale du Québec. De 1941 à 1961, le taux d'accroissement de la population de la région métropolitaine de Montréal sera plus élevé en proportion que le taux d'accroissement de la population au Québec et au Canada. On se rend bien compte que ce n'est plus un seul phénomène de natalité. Rentre en ligne de compte l'immigration étrangère, mais surtout l'immigration des ruraux. Ainsi, en 1971, on a compté qu'il y avait jusqu'à 100 immigrants qui, chaque jour, venaient de la campagne vers la région métropolitaine de Montréal. De 1941 à 1961, cette population de la région montréalaise croît environ de 70 %, à savoir de 1 618 000 à 2 757 000.
Donc, Montréal n'est plus qu'une simple ville, c'est une grande région urbanisée, c'est une zone d'échange et de communication dont les limites sont variables. Elles sont plus ou moins déterminées, ces limites, par d'abord le rayonnement des postes métropolitains de radio, de télévision et de la presse écrite. Deuxièmement, par les zones de distribution des aliments périssables, les zones de services d'autobus et de services par téléphone sans interurbain. Troisièmement, par la distance maximale que les banlieusards sont prêts à franchir dans leur migration quotidienne pour venir travailler. Et cette distance se calcule en temps, pas plus qu'une heure. En 1961, la région métropolitaine de Montréal a une superficie environ de 900 000 hectares, donc ça veut dire une circonférence de 50 km de rayon, ayant son centre au square Dominion ou Dorchester maintenant, et cette circonférence affleure des villes périphériques comme Saint-Jérôme au nord, Saint-Hyacinthe à l'est, Saint-Jean-d'Iberville au sud et Valleyfield à l'ouest. Donc Montréal émerge comme une réalité nouvelle qu'on appelle une métropole. Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner au mot métropole. On peut dire qu'une métropole, c'est la principale ville d'un pays. Ainsi, Paris est la métropole de la France et New York est la métropole des États-Unis. Dans ce sens, Montréal n'est plus la métropole du Canada comme elle l'a été durant la période victorienne. Elle a été remplacée vers les années 1950 par Toronto, qui est devenue la ville la plus dynamique, la plus importante du Canada. On peut parler d'une métropole comme la principale ville d'une région. Ainsi, on parle d'une métropole régionale ou d'une métropole d'équilibre. Dans ce sens, Montréal est bien une métropole. C'est la métropole du Québec, c'est la métropole de l'Est du Canada. On peut parler d'une métropole comme une ville de référence. Ainsi, Montréal est la métropole des francophones au Canada et de toute l'Amérique. En urbanisme, le mot métropole a un sens bien particulier. On parle d'un stade d'évolution. Ainsi, M. Hans Blumenfeld, dans son livre « De Modern Metropolis », donne 6 critères qui permettent de définir une métropole moderne. D'abord, une métropole moderne va combiner des fonctions de leadership dans le domaine économique. Ça veut dire qu'elle a des fonctions de production industrielle et de services très importantes. Je pense que Montréal, comme premier centre économique du Québec et de l'Est du Canada, concentre bien des fonctions de production industrielle et de services. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder le centre-ville pour se rendre compte de l'importance de ces fonctions de services. Deuxièmement, une métropole peut avoir une population jusqu'à 10 fois plus importante que la ville industrielle. Ainsi, la population de l'agglomération de Montréal en 1891, dont la ville industrielle, était d'environ 1 demi-million de personnes. En 1961, l'agglomération métropolitaine a près de 3 millions de personnes. Donc, ça veut dire que la population est 6 fois plus importante. Troisièmement, avec les transports modernes, la superficie d'une métropole peut être jusqu'à 100 fois la superficie d'une ville industrielle. Prenons l'exemple de cette ville industrielle de Montréal en 1891. À ce moment-là, le territoire urbanisé autour du square Dominion était d'un rayon de 5 km. En 1961, ce rayon est rendu à 50 km. Quatrièmement, une métropole, c'est ni la ville ni la campagne. C'est un complexe d'aires urbaines et de terrains libres. Exemple, l'île Jésus, qui fait partie de la métropole de Montréal, a encore un centre où on trouve des terres agricoles et des boisés, alors que tout le tour de l'île est urbanisé. Cinquièmement, les quartiers résidentiels et industriels ne sont plus concentrés dans des endroits spécifiques comme dans une ville industrielle, mais sont dispersés. Exemple, à Montréal, les industries ne sont plus concentrées autour du port ou le long du canal de la Chine, mais se trouvent maintenant surtout le long des autoroutes, et cela dans toutes les directions. Et enfin, sixièmement, dernier critère, il y a une grande mobilité des travailleurs qui ont de grands choix d'emploi. Bon, je pense que la preuve est là, à Montréal, en observant les heures de pointe et la congestion des réseaux de routes et des ponts le matin, on s'aperçoit que les gens sont très mobiles. Donc, Montréal n'est plus une version plus complexe ou plus imposante d'une ville industrielle. Les modèles définis d'occupation durant la ville industrielle sont changés complètement pour des modèles différents. Ainsi, les quartiers résidentiels à haute densité, comme Plateau Mont-Royal, n'existent plus. Les commerces de détail qui se trouvaient le long des artères comme Sainte-Catherine, Mont-Royal, Saint-Hubert, ceci va changer. Les nouveaux développements résidentiels
résidentielles sont à la périphérie, ne sont pas denses, au contraire, c'est très large, et les commerces sont concentrés désormais dans des centres commerciaux. Ce n'est en réalité ni la ville ni la campagne. On ne peut plus la reconnaître de l'extérieur par sa silhouette qui se détache nettement de la campagne environnante. On ne peut davantage l'apercevoir de l'intérieur comme un système clairement défini de places et de rues. Cela ressemble au chaos. C'est surtout la révolution qui s'accomplit dans les moyens de transport et de communication intra-urbains qui est responsable de ce stade métropolitain. Le Montréal métropolitain, c'est le résultat de deux forces opposées. Une première force, une force centripète, qui est alimentée par les grands réseaux de transport, l'avion, le navire, le train, le camion, les autobus et les grands moyens de communication électronique. Donc, c'est un réseau interurbain. Cette force concentre les activités économiques dans la région montréalaise au détriment d'autres régions, par exemple au détriment de la région de Trois-Rivières. La force opposée, c'est une force centrifuge vers la périphérie, une force intra-urbaine, alimentée par les autos, les camions, la radio, la télévision, le téléphone, et qui va disperser les populations jusqu'aux limites de capacité de communication de la région. Par exemple, un résident de Rosemère est aussi montréalais qu'un résident de Rosemont. Pourquoi? Parce qu'il peut accéder au centre-ville par son auto, par d'autres moyens de transport, en moins d'une heure. Il reçoit les mêmes fournisseurs. Il peut téléphoner sans interurbain dans toutes les régions. Il est connecté au même réseau de communication, de la presse, de la radio et de la télévision. Donc, il fait partie d'une même réalité métropolitaine. Donc, Montréal métropolitain, c'est une région urbanisée, faite d'éléments hétérogènes, reliés par des réseaux de communication à l'occasion peu visibles, comme le téléphone, dont il y a encore plusieurs fils aériens, mais plusieurs souterrains. La radio et la télévision, on voit l'occasion des antennes, mais pour le reste, c'est pas tellement visible. Même, il y a des réseaux de transport qui sont peu visibles, comme le métro. Mais il y en a aussi qui sont très visibles. C'est le réseau de routes et surtout le réseau d'autoroutes urbaines. Il faut dire que Montréal a été plus lente que d'autres villes à se doter d'un réseau d'autoroutes, d'autres villes au Canada ou encore aux États-Unis. Et là, il y a deux raisons. C'est que le revenu per capita à Montréal pour les quartiers populaires était plus bas qu'ailleurs. Et deuxièmement, Montréal avait hérité d'un système très, très efficace de transport par tramway, grâce surtout à la densité de ces quartiers résidentiels. Certains quartiers vont avoir jusqu'à 7500 habitants au kilomètre carré. Avec le résultat que le taux de propriété de d'automobile va rester bas. Jusqu'en 1950, 27% des ménages en 1950 possèdent une auto. Donc, c'est très bas. Par contre, ça va augmenter très rapidement. De 1950 à 1960, ce taux va doubler. En 1960, 55% des ménages vont posséder une automobile. Le résultat va être immédiat. Ça va être la congestion des routes, surtout à cause du fait que les rails des tramways occupaient la partie centrale des voies. Et là, on va prendre la décision d'abandonner les tramways pour l'autobus. C'est un choix qu'on peut considérer aujourd'hui comme discutable et que d'autres villes, comme Toronto ou Boston, n'ont pas fait. Ils ont conservé leur tramway, avec le résultat que dans notre période actuelle, ils peuvent mieux conserver l'énergie et protéger davantage l'environnement avec les tramways qu'avec les autobus. En 1955, on agrandit le boulevard Dorchester, appelé aujourd'hui René Lévesque. Ça constitue la première artère majeure du Montréal métropolitain. En 1960, on parachève le boulevard métropolitain. Ça veut dire qu'on assure une continuité de l'autoroute transcanadienne sur l'île de Montréal. Et je vous rappelle là, que le tracé de ce boulevard métropolitain est superposé sur les chemins du roi des anciennes côtes, notamment les côtes Saint-Laurent, Saint-Michel et Saint-Léonard. Mais en 1967, pour répondre à tous ces visiteurs, ces millions de visiteurs, il fallait effectivement avoir un meilleur système. Donc, on a planifié avant un plan très simple de restructuration du réseau routier, et ce plan visait à canaliser les autos qui rentraient et sortaient du centre-ville par un système d'autoroutes urbaines. Comme on peut le voir sur la carte à l'écran, on planifie un système d'autoroute urbaine qui prend la forme d'un rectangle et qui vient se greffer sur le boulevard métropolitain qui, lui, avait été réalisé précédemment. À l'ouest, vous avez le boulevard, l'autoroute des Carrés, plutôt. Au sud, l'autoroute Ville-Marie qui se continue par le boulevard Ville-Marie et qui va rejoindre à l'est
le boulevard Louis-Hippolyte Lafontaine. À ce rectangle d'autoroutes et de boulevards sont connectés des ponts et des autoroutes régionales. Ainsi, vous avez le pont Médéric-Martin et l'autoroute des Laurentides au nord. Vous avez l'autoroute de la côte de Liesse et celle qu'on appelle Montréal-Toronto à l'ouest. Vous avez le pont Champlain et l'autoroute des cantons de l'Est au sud. Et enfin, le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine et l'autoroute de Jean-Lesage à l'est. Alors, on voit bien que dans une période assez rapide, on dote toute la région montréalaise d'un système cohérent et complet d'autoroutes. Comme nous l'avons vu dans le Montréal industriel, le patron d'implantation et de localisation des industries est relativement simple. Les industries qui transforment les matières premières et qui dépendent des transports lourds, comme les métallurgies, les raffineries de sucre, les minoteries et les filatures, s'installent près du port, près du canal de la Chine et près des chemins de fer. Ceci va constituer l'axe lourd de développement économique de Montréal. Tandis que l'industrie secondaire, qui est moins dépendante des transports lourds, tels que les industries de cuir, de textile, de tabac, de vêtements, etc., se localise davantage en fonction de la main-d'œuvre et de la clientèle. C'est l'axe léger de développement démographique, axe du boulevard Saint-Laurent, qui va être le premier à traverser l'île de Montréal. L'industrie des services est peu développée à cette époque et se concentre toujours sur le coteau Saint-Louis, qui va devenir le Vieux-Montréal, avec des embranchements vers les gares de chemin de fer. Ainsi, la Sonnenef et l'édifice du square Dominion vont s'installer autour du square Dominion parce qu'il y a là la gare Windsor. Ce patron simple d'implantation industrielle change avec l'amélioration des moyens de communication et de transport intra-urbain et change grâce à la maîtrise de nouvelles sources d'énergie telles que le pétrole ou encore avec l'électricité qui devient de plus en plus abondante. Certaines industries, notamment celles qui dépendent des transports lourds par bateau et par chemin de fer, on prend le cas des raffineries de pétrole, vont toujours suivre l'ancien patron d'implantation. Donc, elles restent le long du port, mais davantage dans la partie est de Montréal. Pourquoi? Parce que l'ouverture de la voie maritime en 1959 a son embouchure en aval du pont Jacques-Cartier et les bateaux ne pénètrent de moins en moins vers le centre du Vieux-Port, et ce qui veut dire que le port se déplace vers l'est, tandis que le havre Jacques-Cartier, devant le Vieux-Montréal, devient un endroit à recycler. Et aussi, l'ouverture de la voie maritime en 1959 annonce la fermeture du canal de la Chine, qui, lui, va se recycler en une espèce de corridor d'activité de loisirs. Les autres industries, celles qui ne dépendent pas des transports lourds, vont profiter des nouveaux moyens de transport intra-urbains et des sources d'énergie pour s'implanter aux endroits qui vont maximiser leur efficacité et leur rentabilité. Les principaux facteurs d'influence de ce nouveau patron sont les suivants. D'abord, le besoin d'espace pour les systèmes modernes de production, également le besoin d'espace en fonction des agrandissements prévisibles. Ça veut dire que lorsqu'on s'implante, on prévoit déjà les agrandissements. Donc, on cherche beaucoup de terrain. Deuxièmement, on cherche à éviter la congestion et surtout les taxes plus élevées des zones centrales métropolitaines. Troisièmement, on essaie de diminuer les coûts de transport. Ça veut dire qu'on veut se rapprocher de la clientèle et de la main-d'œuvre. Et on sait, ou du moins on va le voir, la clientèle et la main-d'œuvre s'en vont en périphérie. Et on veut s'approcher aussi des industries complémentaires. Il y a une espèce de cercle vicieux. Tout a tendance à aller vers la périphérie. Quatrièmement, il y a l'attrait des parcs industriels, soit municipaux, soit privés, qui offrent de l'espace abondant, bien desservi par des services et aussi par les réseaux d'autoroutes. Comme on peut le voir sur la carte à l'écran, il y a une nette tendance de l'industrie à se localiser le long des grandes voies de communication routière, le long de l'autoroute des Laurentides, le long de l'autoroute transcanadienne, du boulevard métropolitain, du chemin Côte de Liesse, de l'autoroute Montréal-Toronto
et de l'autoroute Jean-Lesage qui mène à Québec. À l'occasion même, les autoroutes vont être complémentaires de d'autres moyens de transport. Prenons l'exemple du secteur Côte-de-Liesse, qui est une des principales zones actuellement d'industrie à Montréal. Cette zone combine l'aéroport de Dorval, les chemins de fer et les autoroutes. L'usine Philips, dans le parc industriel de Ville-Saint-Laurent, peut être prise comme un exemple assez typique du nouveau patron de localisation de l'industrie au cours de la période métropolitaine. Comme nous l'avons vu, ce qui caractérise ce nouveau patron, c'est qu'il échappe d'une façon plus ou moins importante aux déterminants géographiques en faveur de nouveaux critères basés surtout sur la productivité industrielle. Contrairement aux usines de transformation de matières premières, que ce soit le sucre ou le coton de la période industrielle, qui faisaient appel à une main-d'œuvre à bon marché, des usines comme celle de Philips, qui se spécialisent dans la haute technologie, font appel à une main-d'œuvre davantage instruite. Cette main-d'œuvre instruite n'est plus confinée à l'intérieur des quartiers industriels. Au contraire, elle se retrouve dans les quartiers assez chics, des quartiers de haut standing ou encore en périphérie, en banlieue. Chose certaine, elle est motorisée. Alors, en s'installant le long de l'autoroute transcanadienne, à la jonction de l'autoroute de Côte-de-Liesse et à la jonction de l'autoroute d'Écarie, l'usine Philips, comme les autres, sont très bien placés pour être accessibles à la main-d'œuvre. Mais de la même façon, ils sont placés au cœur d'une plaque tournante de circulation routière qui favorise leur approvisionnement et qui favorise l'expédition de leurs produits industrialisés par camion. C'est d'ailleurs une caractéristique de ces usines, comme celle de Philips, d'avoir de grandes aires de stationnement pour leur personnel et d'avoir de grandes aires d'accès pour les camions et pour leurs manœuvres. D'ailleurs, l'usine Philips, on peut s'en rendre compte, occupe beaucoup d'espace, mais elle a même une provision d'espace pour un agrandissement éventuel. Alors, on s'en rend compte, ce nouveau type d'occupation n'est pas possible ou moins possible dans les quartiers industriels traditionnels parce que le grain est très serré, les routes sont plus ou moins congestionnées et les taxes sont plus élevées. L'industrie secondaire, actuellement, à Montréal, n'a plus la même importance du tout que celle qu'elle a eue durant la période industrielle. Elle emploie actuellement environ un tiers de la population active. À partir de 1940, cette industrie secondaire va être supplantée par l'industrie des services. Qu'est-ce que l'industrie des services? L'industrie des services regroupe les activités économiques suivantes: l'administration publique et privée, les transports et les communications, les activités bancaires, financières et de commerce, l'hôtellerie, l'éducation, surtout l'éducation supérieure, universitaire, la recherche, la culture et le divertissement. Le lieu privilégié de concentration de cette industrie des services, c'est le centre-ville. Et le service d'urbanisme de Montréal va fixer en 1962 les nouvelles limites du centre-ville. Ces limites sont le fleuve et le canal de la Chine au sud, la rue Guy à l'ouest, l'avenue des Pins au nord et la rue Saint-Denis à l'est. Il s'agit d'un territoire considérable, 536 hectares. Mais malgré tout, en 1974, le service d'urbanisme va élargir ce territoire. Les limites nord et sud vont rester les mêmes. Mais à l'ouest, on va amener le centre-ville, du moins sa définition, jusqu'à l'avenue à trois tours, entre le boulevard Dorchester et la rue Sherbrooke. Pourquoi? C'est pour englober les tours appartements qui ont poussé comme des champignons dans ce secteur. Et à l'est, on va l'amener jusqu'à la rue Amherst. Donc, ça représente désormais un territoire de 710 hectares. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette concentration de l'industrie des services au centre-ville. Premièrement, il s'agit très souvent de fonctions qui s'adressent à un vaste marché. Marché régional, marché national et marché international. Donc, ces fonctions se regroupent dans le secteur qui présente l'accessibilité maximale. Et par définition, le centre-ville est toujours le territoire le plus accessible parce que, dans l'histoire, c'est là que se sont greffés les divers moyens de transport. Et on peut dire actuellement que le centre-ville de Montréal est l'endroit le plus accessible à Montréal grâce au métro, grâce aux autobus, grâce aux routes et grâce aux autoroutes urbaines.
Deuxièmement, il y a des raisons de prestige et de complémentarité. Les entreprises vont profiter du prestige des autres entreprises. C'est pour ça qu'autour du Square Dominion, plusieurs entreprises se sont greffées là pour profiter de ce prestige. Deuxièmement, ils vont profiter des fonctions des autres entreprises. Ainsi, les institutions financières vont profiter des compagnies d'assurance. Et toutes ces fonctions vont profiter d'autres fonctions. Ainsi, au centre-ville, vous avez beaucoup de restaurants. Ça veut dire que les entreprises ne sont pas obligées d'offrir des services de restauration ou de cafétéria. Troisièmement, les fonctions financières, administratives, telles que, et aussi la presse, la radio, la télévision, par leur définition même, par leur fonction même, ils ont besoin d'être au cœur nerveux de l'agglomération pour avoir des meilleures conditions d'opération. Quatrièmement, la centralisation va de pair avec les concentrations des entreprises. Les entreprises vont se concentrer dans les mêmes bâtiments pour une efficacité de leurs opérations et vont profiter évidemment de ces gratte-ciels du centre-ville. Remarquez que la centralisation et la concentration ne sont pas des phénomènes exclusifs à Montréal. C'est la même chose à Toronto, c'est la même chose à Chicago, c'est la même chose à New York et dans toutes les grandes villes. Ce qui est propre à Montréal, c'est la tendance de ces activités, générateurs d'activités, de se localiser autour des places et des squares hérités du siècle précédent. Vous le savez déjà, cette tendance n'est pas récente. Je vous rappelle qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la gare Vigée et la gare Windsor se greffent au square Vigée et au square Dominion. Le premier gratte-ciel de Montréal, le New York Life Insurance Company, se greffe autour de la place d'Armes et il va être suivi par l'Aldred. La Sonnette, l'édifice du Square Dominion, l'hôtel Windsor se greffe autour du Square Dominion. On a vu que les grands magasins, Burks et Morgan, qui amènent le commerce de détail vers la rue Sainte-Catherine, se greffent autour du Square Phillips. Avec le boom économique des années 1950, on assiste à une concentration de ces fonctions des affaires et on voit que l'indice de superficie de plancher qui dépasse 4, ça veut dire quoi ça? La superficie des planchers divisée par la superficie des terrains. Lorsque cet indice dépasse 4, c'est surtout autour des places et des squares du 19e siècle. Par exemple, le gratte-ciel de la Banque de Montréal et celui de la Banque canadienne nationale vont se greffer autour de la place d'Armes. La place de la Bourse va être près du Square Victoria, pour le plus grand malheur, on peut dire, du Square Victoria. La place du Canada, l'hôtel Laurentien qui malheureusement va être démoli, la Banque canadienne impériale de commerce sont autour du Square Dominion. Mais ce ne sont pas toutes les fonctions du centre des affaires qui vont se retrouver autour des places et des squares. Comme nous le verrons lors de la prochaine émission, les doigts aériens au-dessus des chemins de fer ainsi que l'élargissement du boulevard Dorchester va avoir une influence importante dans la localisation de la place de Marie, de la maison CAL, de l'hôtel Reine-Élisabeth et d'autres complexes. Mais on peut dire que l'attrait des places et des squares va être suffisant à Montréal pour constituer un modèle propre et spécifique à la métropole montréalaise. Parallèlement aux transformations qui s'effectuent dans les patrons d'implantation de l'industrie, il y a des changements profonds avec le 20e siècle, à la fois dans les types d'habitation et à la fois dans les patrons d'occupation résidentielle. Au 19e siècle, comme on l'a vu, à l'exception de l'habitation des riches, l'habitation ouvrière se situe près des sources d'emploi. C'est l'origine des quartiers industriels, à l'exemple de Saint-Henri et de Hochelaga-Maisonneuve. Ou encore, les quartiers populaires se situent près des transports publics qui mènent aux emplois. Ce sont les quartiers résidentiels à haute densité, avec maisons type, à l'exemple des quartiers du plateau Mont-Royal. À partir de la deuxième moitié du 20e siècle, apparaissent de nouveaux modèles. D'un côté, la tour d'habitation et de l'autre, la maison unifamiliale de banlieue. Donc, il y a une modification radicale dans les types d'habitation et également une modification radicale dans les patrons d'occupation résidentielle. Ces transformations en faveur de la maison de banlieue sont dues en grande partie à l'amélioration des moyens
de transport et de communication intra-urbain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le train de banlieue, l'autobus de banlieue, l'autobus, le téléphone, le radio, la télévision, surtout l'automobile. Ainsi, de 1951 à 1971, le pourcentage des ménages qui vont posséder une automobile dans la région de Montréal va passer de 27 à 68 La tour d'habitation est due, elle, à d'autres facteurs, notamment des transformations profondes dans la composition des familles et la diminution progressive du nombre de personnes habitant sous un même toit. Plusieurs causes expliquent ces transformations. Il y a évidemment la baisse de la natalité. Il y a l'érosion des traditions familiales et des interdits sociaux. Exemple, aujourd'hui, une fille-mère peut habiter seule avec son enfant sans être l'objet du mépris de la population. Troisièmement, il y a l'augmentation générale des revenus et des prestations sociales qui vont venir fragmenter le monolithisme familial. Ça veut dire que les enfants peuvent quitter les parents plus tôt et s'établir dans des petits logements. Il y a aussi une diminution des familles à 3 générations. Ça veut dire les enfants, les parents et les grands-parents. Ainsi, dans la seule décennie de 1951 à 1961, dans la ville de Montréal, ces familles à 3 générations vont diminuer de moitié. Donc, l'augmentation des revenus et des bénéfices sociaux permettent aux personnes seules, qu'elles soient jeunes, vieilles, célibataires, séparées, divorcées ou veuves, de s'établir dans leur propre foyer. Et ce phénomène augmente d'autant le besoin de petites unités d'habitation compactes et bien équipées. Pourquoi compactes et bien équipées et petites? C'est parce que les occupants travaillent et ils n'ont pas de temps pour l'entretien et tout ceci va être à l'origine de la prolifération des maisons à appartements et des tours d'habitation. La petite rue Pierce est située à l'ouest de la rue Guy, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard de Maisonneuve. Comme on peut s'en rendre compte, elle constituait au début du siècle une rue résidentielle relativement huppée avec ses duplex dotés de façades de pierre. Ce modèle d'habitation n'a plus cours maintenant au centre-ville à cause des coûts des terrains et à cause de l'absence de services adéquats pour les familles. Ces familles, lorsqu'elles peuvent se le permettre, ont tendance à trouver refuge maintenant dans les maisons unifamiliales détachées de banlieue. Aujourd'hui, la petite rue Pierce bute sur une véritable muraille de tours d'habitation et ces tours traduisent bien le nouveau modèle privilégié au centre-ville d'habitation, à savoir celui des petites unités capables d'accueillir des personnes seules ou des petits ménages pour une période plus ou moins longue. Ces tours, avec les logements qui sont plus ou moins interchangeables, correspondent exactement ou presque à ce que Le Corbusier appelait la fameuse machine à habiter et qu'elle est recommandée à la veille de la Deuxième Guerre mondiale comme un modèle d'habitation d'avenir dans les villes. Lors de la prochaine émission, nous verrons que ces tours d'habitation, à cause des ruptures spatiales qu'elles occasionnent dans l'environnement et à cause évidemment de leur médiocrité architecturale, ont résumé toute cette tragédie des années de rattrapage à Montréal, à savoir la complète insensibilité de l'aménagement et de l'architecture moderne à l'héritage du passé. Ce nouveau type d'habitation, ces tours d'habitation se retrouvent surtout dans le centre-ville, près du centre-ville ou le long des artères et des autoroutes qui y mènent rapidement. La demande pour les petites unités d'habitation est aussi à l'origine de la subdivision des grandes unités en plus petites, principalement au centre-ville et près des secteurs qui entourent le centre-ville. Ces transformations vont être favorisées également par l'accroissement des taxes foncières. Et on peut voir dans un secteur comme le 1000 carrés doré que ces transformations sont très visibles. Mais le plus souvent, les vieilles résidences vont être démolies pour être remplacées par des tours d'habitation. Pourquoi? Parce que le potentiel du site de ces vieilles résidences est très souvent plus élevé que le potentiel monnayable des vieilles maisons. Grâce aux techniques nouvelles de construction, en acier ou en béton, à ces chauffages modernes, à la ventilation et surtout à l'ascenseur, on peut construire des habitations à multiples logements qui permet d'abaisser la valeur du mètre carré de terrain par rapport à l'unité de logement. Ça veut dire que ça permet d'accroître la rentabilité de ces tours à multiples logements. Et tout
le 1000 carré va subir un processus de remplacement depuis le début du 20e siècle. Ainsi, sur la rue Sherbrooke, à l'apparition du château, du Linden et de l'Acadia, va succéder à partir des années 1960 les tours à appartements du Cantley House, du Quartier, du Port-Royal et les autres. Et tout le reste du 1000 carré et de ses abords va être envahi par des conciergeries du genre, tout simplement parce que la qualité exceptionnelle du site près du flanc du Mont-Royal, tout en étant au centre-ville, va favoriser ce type d'habitation. Et le processus de remplacement va être malheureusement favorisé par les règlements municipaux, notamment le règlement du zonage 3722, qu'on dit du flanc sud du Mont-Royal, qui va être adopté au début de 1960 et qui va recommander le développement de ce territoire par des unités de grande taille. Alors, ça va se faire contre le patrimoine. De toute façon, nous allons revenir sur ce sujet au cours de la dernière émission. Donc, les tours d'habitation qui sont favorisés par des changements radicaux dans la composition de la famille se concentrent près du centre-ville ou encore dans le centre-ville ou encore le long des voies qui mènent rapidement. Mais ce n'est qu'un élément du nouveau paysage résidentiel de la métropole. L'autre aspect, c'est cette force centrifuge qui amène les familles à aller vivre dans les maisons unifamiliales de la périphérie. Par exemple, en 1941, 2/3 de la population de la région de Montréal habitait dans un rayon de 6 km du centre. En 1961, 20 ans après, 13 km étaient nécessaires pour englober le même pourcentage de population. Donc, ça veut dire que l'expansion se fait par zones concentriques et empiète continuellement sur la campagne. De 1941 à 1951, la population va augmenter le plus rapidement entre 6 et 10 km du centre. La population dans ce rayon, dans ce beigne, va augmenter, va doubler. De 1951 à 1961, cette augmentation la plus rapide se fait entre 8 et 30 km, où la population augmente de 146 %. Quelles sont les conséquences? Vous les connaissez, c'est les pertes des meilleures terres agricoles de la province. Ainsi, en 1941, la campagne était accessible au-delà d'un rayon de 15 km du centre. 20 ans après, ce rayon est rendu à 40 km du centre. L'expansion de ce terrain, de ces territoires urbanisés, n'est pas due uniquement à l'augmentation de la population. Il est dû aussi à une utilisation plus libérale des terres. Par exemple, en 1964, ça prenait 2 fois plus de terrain qu'en 1952 pour loger 1000 personnes. En 1964, ça prenait 39 hectares, alors qu'en 1952, ça prenait 20 hectares. Les principales raisons de cet exode des familles vers la banlieue sont les suivantes. Évidemment, la banlieue est rendue accessible par l'automobile et les autres moyens de transport. Mais elle est rendue très vivable aussi grâce aux moyens de communication. On reçoit la même presse écrite, les mêmes postes de radio et de télévision. Mais il y a aussi l'augmentation générale des niveaux de vie de la classe moyenne qui permet à cette classe d'accéder à la propriété. Il y a aussi la diminution progressive du temps de travail, du temps consacré au travail productif. Ainsi, le banlieusard, il peut quand même profiter de son milieu de banlieue et il peut aussi avoir du temps pour l'entretenir. On a pu vérifier d'ailleurs qu'aux États-Unis, la banlieue est restée l'apanage des riches jusqu'en 1930. Ça veut dire jusqu'à ce que je généralise la semaine de 40 heures. Il ne faut pas oublier qu'au début du 20e siècle, la semaine de travail était de 60 heures. Les meilleurs services de la banlieue, du moins selon les gens, notamment pour l'éducation des enfants, c'est-à-dire des meilleures écoles, davantage d'espaces verts, seraient aussi un facteur. Mais il y a un autre facteur qu'on ne peut pas négliger, c'est que les politiques gouvernementales après la guerre, notamment la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ces politiques de cette société vont favoriser l'achat de ce type de résidence. Le développement des résidences de banlieue se fait d'abord en se greffant sur les vieux établissements, les établissements anciens.
Mais dès qu'il y a des moyens de communication efficaces, notamment par autoroute, là, vous avez une espèce d'expansion à tous azimuts que la multiplication des ponts va favoriser. Ainsi, va être favorisé l'éclatement de noyaux anciens sur le Jésus, comme Chaumedé, Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Duvernay, et le long de l'axe de l'autoroute des Laurentides, les anciens villages comme Vimont, Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme. Et du côté de la Rive-Sud, ben, vous les connaissez, les anciennes villes ou villages comme Longueuil, Saint-Lambert, Saint-Bruno, etc., et les autres. Un résultat négatif parmi d'autres, ça va être de rompre d'une façon définitive l'équilibre entre la forme concentrée et desserrée d'habitat. Alors, on assiste à une espèce de magma urbain qui envahit tout, une espèce de forme suburbaine, sans structure ni identité. Mais ce qui est plus grave, cette espèce de magma urbain va affecter la forme et l'identité des anciens villages de la grande région, tels que Saint-Eustache, Boucherville, La Prairie et plusieurs autres. Quel rôle a joué l'urbanisme dans l'aménagement de Montréal et de la région montréalaise au 20e siècle? La réponse est simple, aucun rôle de premier plan, du moins jusqu'à récemment. En effet, ce ne fut que des esquisses préliminaires de plans directeurs, mais il n'y a eu aucun plan qui a été appliqué. L'administration actuelle du maire Doré et la première administration municipale a visé à appliquer un plan directeur pour la ville. Par contre, au cours de l'histoire de Montréal, il y a eu des secteurs qui ont fait l'objet de plans préétablis. On peut parler au début du plan de Casson sur le coteau Saint-Louis. Évidemment, la ville commençait, mais ça reste quand même un plan sectoriel. Deuxièmement, le plan des commissaires pour la démolition des fortifications et qui ont présenté un plan d'embellissement de la ville. Au cours de la prochaine émission, on parlera de la place Ville-Marie et du complexe Desjardins et on verra que ces développements ont fait l'objet de plans sectoriels. Mais au début du 20e siècle, il y a deux secteurs qui font l'objet de plans d'aménagement, la ville de Maisonneuve et la ville de Ville-Mont-Royal. Pour comprendre ces plans, il faut comprendre les courants d'urbanisme au début du siècle. Il y a deux courants d'urbanisme qui influencent beaucoup au début du siècle. Il y a le courant de l'urbanisme esthétique qui est alimenté par le mouvement appelé Cité Beautiful, ou en français le mouvement d'embellissement civique. Ce mouvement prend racine aux États-Unis. Et il y a aussi l'urbanisme des cités-jardins qui vient de la Grande-Bretagne et dont le concepteur était Ebenezer Howard. L'urbanisme du mouvement Cité Beautiful ou d'embellissement civique, c'est un urbanisme esthétique qui s'appuie sur les principes d'aménagement mis de l'avant lors de la Renaissance. Vous connaissez déjà ces principes d'aménagement, des principes d'ordre, des concepts d'organisation de l'espace urbain, des principes de dominance de l'axe et du formalisme. L'élément déclencheur de ce mouvement en faveur de l'urbanisme esthétique en Amérique, c'est l'exposition universelle de Chicago en 1893. Cette grande exposition qu'on a surnommée The Great White City, dont le site avait été planifié par l'architecte paysagiste bien connu Frederick Law Olmsted et dont la construction avait été gérée par le grand architecte et le grand urbaniste David Burnham. Alors, il s'agit d'un aménagement classique, très ordonné, avec la symétrie, entouré de bâtiments prestigieux, de style Beaux-Arts. Ces bâtiments-là ont été réalisés par les plus grands architectes américains de l'époque, les Hunt, McKim, Post, Sullivan. Ce modèle urbain, cette création urbaine, va beaucoup impressionner la population américaine et canadienne par son ordre d'ensemble, par la splendeur de ces bâtiments publics.
L'autre source d'influence en urbanisme au début du siècle, ce sont les concepts de la cité-jardin mis de l'avant par Ebenezer Howard et qu'il a développé au début du 20e siècle. Il s'agit d'un modèle de ville qui fonctionne sur une forme coopérative, qui comprend tous les services nécessaires à une petite ville et qui combine ou qui voulait combiner les avantages de la ville avec les avantages de la campagne. Ce courant va s'imposer surtout par la qualité d'aménagement physique des premières cités-jardins qui vont être aménagées. Ces premières cités-jardins sont Letchworth et Welwyn, situées en périphérie du Grand Londres. Ces cités-jardins vont présenter un grand attrait grâce surtout à la qualité de leur environnement physique. Cette qualité d'environnement va contraster avec les pauvres conditions d'environnement des villes industrielles en général. À Montréal, c'est l'aménagement de la ville de Maisonneuve qui reflète le mieux l'influence du mouvement d'embellissement civique. Entre 1910 et 1915, la ville de Maisonneuve est dirigée par des hommes d'affaires qui ont mis de l'avant un vaste projet d'embellissement de la ville pour en faire le jardin de Montréal. Ils vont réaliser 4 édifices publics de bonne architecture, l'hôtel de ville, le marché public dont nous avons parlé, ainsi que les bains publics, et enfin un poste de pompier qui est une copie d'un bâtiment du grand architecte Frank Lloyd Wright, l'architecte américain bien connu. Ils vont aménager 3 grands boulevards, le boulevard P9, surtout le boulevard Morgan. Pourquoi? Parce qu'il donne une perspective sur le marché public et met en valeur également les bains publics de Maisonneuve et enfin la rue Sherbrooke, du moins dans le secteur de la ville de Maisonneuve. Ils vont prévoir la création de grands parcs de Maisonneuve, grands parcs Maisonneuve qui existent toujours avec des installations culturelles et sportives. Un autre aménagement qui va être assez remarquable parce qu'il va combiner les deux influences, à la fois l'influence du mouvement Cité Beautiful ou d'embellissement civique et l'influence des villes nouvelles, il s'agit de Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal est créée en 1912 comme une ville nouvelle par la compagnie Canadian Northern Railway. Cette compagnie a acheminé un chemin de fer sous le Mont-Royal en tunnel vers le centre-ville de Montréal et compte sur le développement résidentiel de Ville-Mont-Royal pour assurer une clientèle à cette nouvelle ligne ferroviaire. Le plan de Ville-Mont-Royal est élaboré par l'architecte paysagiste Frédéric Todd, qui sera responsable, entre autres, du plan d'aménagement de l'île Sainte-Hélène. Frédéric Todd, dans la conception de son plan, est influencé par 2 courants d'urbanisme à la mode au début du siècle et dont nous venons de parler. Il s'agit d'un côté de l'urbanisme esthétique mis à l'honneur par le mouvement d'embellissement civique et de l'autre de l'urbanisme des villes nouvelles du Britannique Ebenezer Howard. Le plan de Ville-Mont-Royal va emprunter au plan de Chicago. Ce plan de Chicago est fait par l'urbaniste américain Daniel Burnham entre 1906 et 1909. Ces 2 grands boulevards, Graham et Laird, qui se coupent en étoiles au cœur de l'agglomération. Et le plan de Ville-Mont-Royal va emprunter au modèle des villes britanniques nouvelles plusieurs traits, notamment une agglomération divisée en 6 secteurs, le concept des grandes avenues vertes et enfin le concept d'une ville nouvelle pourvue d'industries et d'équipements communautaires. Malheureusement, du point de vue esthétique, le plan de Todd n'a pas été à la hauteur de ses prétentions, et cela principalement à cause d'une absence de densité et de volumétrie construite capable de soutenir ses prétentions à 3 dimensions. La première tentative de planification de la ville de Montréal dans son ensemble a lieu en 1944, suite à la création du service d'urbanisme en 1941. Il s'agit encore d'une esquisse préliminaire de plan directeur et le plan ne sera jamais appliqué. Dans ce plan, la perspective régionale est absente. Ainsi, le réseau d'artères proposé n'est proposé comme un soulagement de réseau existant et non pas comme un moyen d'orienter le développement. Et on n'a pas prévu du tout l'impact du camion ou de la voiture. Ainsi, les zones industrielles proposées ne sont que l'extension des zones existantes le long du port, du canal de la Chine et des chemins de fer. Par contre, il y a des propositions intéressantes de métro et de récupérer les rives pour en faire des
l'avenue Pâques. Ce qui est important de reconnaître, c'est qu'à ce moment-là, Montréal est encore perçue comme une ville industrielle. Par contre, l'esquisse du plan directeur de 1967, qui s'adresse à la région et qui porte le nom d'Horizon 2000, est différent. Il s'adresse à une région qu'on prévoit aura 7 millions d'habitants à l'an 2000 et les gens utiliseront 3 200 000 voitures. Comme on peut le voir à l'écran, le schéma, il s'agit de deux axes, un axe lourd de croissance économique le long du fleuve et qui va de Sorel à Valleyfield et un axe perpendiculaire léger de croissance démographique qui va d'un côté vers les bassins de loisirs de Laurentides et de l'autre vers les cantons de l'Est. Et à la jonction des deux axes, le cœur de la région, Montréal, entouré d'une dizaine de municipalités. Ces axes, vous les connaissez, c'était des tendances connues. Ce qui est innovateur, c'est de structurer la région par un système polynucléarisé, ça veut dire un système d'unités urbaines ou de cellules urbaines qui concentrent les populations autour de foyers d'animation économique et de services. Donc, on tendait vers un équilibre régional. Horizon 2000, c'est utopique en grande partie parce que la région n'aura pas 7,5 millions d'habitants en l'an 2000. Nous sommes près de l'an 2000, elle a à peine 3 millions d'habitants. Mais il demeure que la structure de l'agglomération par des noyaux est toujours valable et elle aura un effet dans la création de la communauté urbaine qui regroupera à partir de 1970 les 29 municipalités de l'île dans un ensemble régional. Nous verrons au cours de la prochaine émission qu'on va retourner graduellement vers l'urbanisme esthétique.